On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Vous connaissez notre photographe et globe-trotteur joannais, Paul Laforêt. Il aime voyager, il en mange, même parfois il retourne dans des destinations qu'il a déjà fréquentées. C'est le cas notamment du Pérou. Il a revu évidemment certains attraits touristiques, il en a découvert d'autres, toujours équipés de ces grosses caméras numériques qui prennent de merveilleuses photos. Bref, on fait le tour d'horizon du Pérou avec Paul Laforêt à l'instant. Il n'était pas au bout de son dernier périple parce qu'il en a encore d'autres à son actif et d'autres à venir. C'est le jeune photographe et globe-trotteur émérite joannais, Paul Laforêt. Une belle présentation, quand même. Écoute, je dois admettre... J'essaie de varier. Oui, c'est varié, d'autant plus. Je vais te faire une farce, là. Je trouve que tu t'en viens bon, mais malgré que ça fait tellement longtemps que tu fais ça, non seulement avec moi, mais avec beaucoup de personnes. Donc, tantôt, j'étais assis, puis je t'écoute 1 heure de temps avant l'entrevue, et je trouve ça le fun parce que tu as une expérience, d'ailleurs, que j'admire beaucoup, soit dit en passant. C'est gentil. Oui. Mais vois-tu, garde, faire une entrevue avec toi, ça m'allège du climat et de la crise politique à l'Hôtel de Ville. Ça change le mal de place. Et d'autant plus, tu vas rire de ce que je vais te dire, là, mais je suis toujours le dernier à passer à la fin de ton après-midi. Là. Puis là, je me dis, Éric est fatigué, donc lui, il a juste appuyé sur le bouton, puis une fois que je suis parti... Une question, c'est fini. Tu peux en poser 3. Paul, tu es déjà allé au Pérou en 2002. 2002. C'est un voyage. Et là, tu viens d'y retourner au mois d'avril dernier. Oui. Quand on a fait une destination une fois, pourquoi on a le goût d'y retourner une deuxième fois? Bon, la raison est très simple, mais de toute façon, ta question, je vais y revenir après dans d'autres situations. Moi, j'avais fait le Pérou en 2002, c'est un voyage que j'avais organisé, on était 11 personnes, j'avais beaucoup aimé ça. Dans celui que je viens de faire, il y a des choses que j'avais vues, mais il y a des choses que je n'ai pas vues cette fois-ci. J'ai fait la Bolivie aussi cette fois-ci. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Et pourtant, en 2014, j'ai fait l'altiplano bolivien. Or, il y a des choses en Bolivie qui me manquaient. Il y a des choses au Pérou qui me manquaient. Je voulais retourner, mais je dois dire une chose. Bon, jamais j'appartiendrai au Club des 100. Tu sais ce que c'est que le Club des 100? Il existe dans le monde un club, je ne connais pas plus qu'il faut, mais je sais que ça existe, des gens qui ont fait 100 pays. Bon. Toi, tu es rendu à combien? Bah, je dois approcher une 60aine, mais je n'appartiendrai pas au Club des 100 pour une raison simple. Ce n'est pas un concours de pays. Pour moi, c'est d'abord et avant tout d'aller chercher non seulement dans une fois, mais parfois dans plusieurs fois, comme j'ai fait avec le Pérou. Puis le Pérou, là, j'ai un itinéraire qui est parti pour retourner au mois de janvier. C'est la même chose avec Madagascar, je suis allé 4 fois. C'est ça. Il y a de ces destinations où tu y vas plus d'une fois. Et de ce que je comprends dans le cas du Pérou, c'est que soit que tu avais vu ou tu as entendu parler de certains trucs que finalement, tu n'avais peut-être pas eu le temps de voir en 2002. Puis là, tu dis, bien, quand je vais y retourner, ça, je vais les faire. Je voulais compléter des choses. Par exemple, quand Mais c'est quoi qui te manquait dans le Pérou? Il m'en manque encore. Parce que le Pérou, là, quand on regarde le pays, c'est le 3/4 du Québec. Oui. À peu près en surface. 2600 km de longueur sur la côte. C'est quand même un pays qui est grand. Et il n'y a pas un voyage organisé, pas un que je connaisse, et je commence à en avoir fait pas mal, là, qui va t'apprendre tout sur un pays, c'est pas possible. D'abord, ces voyages-là sont en premier lieu touristiques, culturels en même temps, parce que moi, je favorise ça, évidemment. Puis l'organisation avec laquelle je travaille
elle est davantage centrée sur la culture, OK? Mais on ne peut pas. Je pense au Québec, là. Bon, tu vas me dire que je suis allé aux îles de Mégan 21 fois déjà, j'organisais des voyages. J'ai fait la Gaspésie 25 fois à peu près. J'ai navigué beaucoup à une époque au Québec. Est-ce que je connais vraiment tout du Québec? Non, absolument pas. Et je ne connais pas tout du Pérou à l'heure actuelle parce que je suis retourné. Là. Bon. Quels sont les principaux attraits auxquels tu es retourné au Pérou? Des trucs que tu avais vus Bon. en 2002 que tu es retourné Ouais. voir? Bien, écoute bien, d'abord, je suis dans un itinéraire avec un groupe, on est 20 personnes. Fait que l'itinéraire, je le connais, je suis. Les groupes, c'est ça. Quand je viens de te dire que j'ai bâti un itinéraire pour retourner au Kenya en janvier, c'est moi qui l'ai bâti, je suis seul. Ouais. Mais avec un groupe, on suit. L'itinéraire me plaisait parce qu'il y a des éléments que j'allais répéter. Par exemple, Lima, la capitale, c'est quand même le tiers de la population du pays, c'est 13 millions d'habitants. Par exemple, quand je pense que je revois la place centrale que j'avais déjà vue, mais en même temps, cette fois-ci, je dois ajouter une chose. C'est que j'avais aussi au niveau... J'étais en numérique. Là. Les caméras que j'ai là. La place centrale, là, ça a l'air de rien, mais les gens qui vont voir les photos qui déroulent, ils ne savent pas, sans doute, que je travaille à 14 mm pour faire ça, et ça donne une ampleur superbe. Mais en 2002, tu avais dû prendre 2-3 photos quand même? 4-5. Non, à l'époque du film, là, je vais dire une chose. Mais en 2002, tu étais en numérique? Non. Ah, tu étais en film? Non, ah, non, oui, non, oui. non, non. Je suis arrivé en numérique en 2008. OK. Donc, tu étais De en toute film façon, en 2002, oui. Quand j'arrive au numérique, là, le numérique est jeune. En 2008, là, ça ne fait pas 100 ans que le numérique existe. Ça ne fait pas très longtemps. Puis en plus, les caméras sont ordinaires. Effectivement. Moi, en 2002, j'avais une caméra numérique, mais qui était effectivement très ordinaire. Mais pour l'époque, on trouvait ça incroyable, là, mais aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Quand je suis allé en Islande en 1999, j'ai 2 caméras après moi. Je fais diapositives et photos. J'avais des bonnes caméras, mais ce que j'ai actuellement, mes 2 dernières, quand je reviens à la prochaine mission, j'apporte mes 2 caméras. Je veux que les gens sachent comment j'ai été attelé pendant 3 heures et 5 minutes pour faire une visite assez spéciale. Donc là, tu arrives au Pérou, il y a un itinéraire, tu es en groupe, tu visites Lima. Est-ce que tu trouves que Lima a changé? Tu vas rire de ma réponse. Ou c'est ton regard qui a changé sur la ville? Premièrement, je ne suis pas un gars de ville. Ça, c'est très clair. Plus je suis en milieu sauvage, plus je suis content. Répondre à ta question, c'est pas évident pour moi, parce qu'il y a des éléments historiques que j'ai vus qui sont les mêmes. Je n'en ai pas vu des tonnes. Je pense aux maisons coloniales, par exemple, qui sont sur certaines rues, qui sont superbes. C'est demeuré intégral, la place centrale. Sur le bord de la mer, je pense qu'il y a eu des constructions nouvelles, parce que 2012-2018, ça fait 16 ans. Et sur le bord de la mer, sur le bord de l'océan Pacifique, là, c'est vraiment, on voit qu'il y a des constructions qui sont riches, qui sont très belles, des tours de construction comme on en connaît chez nous. Parce que Lima, il y a de tout. Là. Comme les grandes villes dans le monde, là, il y a de tout. De la richesse, mais aussi de la pauvreté. Évidemment. Quand on pense qu'au Pérou, il y a quelques années, là, je ne me rappelle pas du quand exactement, il y avait à peu près, si je ne me trompe pas, le tiers de la population qui gagnait 2 $ par jour en moyenne. J'ai écrit ah oui, le PIB, d'ailleurs, c'est toujours quelque chose qui m'oriente. Je regarde au Canada, le PIB, c'est 46 400 $ par tête. Au Pérou, 13 300. C'est 3 fois et demi moins. Déjà, en partant, ça donne une idée. Quand on ira en Bolivie après, c'est encore plus bas. Mais par contre, quand on se retrouve là, il faut dire que moi, j'essaye en tout cas de faire une chose. Puis je pense que je réussis assez bien à l'heure actuelle. Je ne pars pas avec le Québec dans ma valise quand je suis en voyage. Est-ce que c'est assez clair ce que je dis là? Oui, tout à fait. Parce que beaucoup de personnes partent et ils sont toujours en train de comparer avec le Québec. Il ne faut pas J'ai comparer. éliminé ça, moi. Bon. Si on revient donc à Lima,
que tu visites. Ensuite, quels sont les autres attraits que tu as vus ou que tu as revus au Pérou? Lima, par exemple, comme je disais tantôt, la côte. On ne passe pas beaucoup de temps, une journée à Lima. Après ça, on s'en va à Arequipa, la Ville-Blanche, là où je suis allé en 2002. Et un détail très important que les gens verront dans les photos à Lima, entre autres, c'est un musée. Un musée là, où il y a 45 000 pièces. Un musée superbe où on a affaire à des céramiques. Je pense que j'ai 2 ou 3 photos qui montrent une quantité de céramique très bien installée sur des tablettes, musée de toute beauté. Ça, c'est très frappant. Et c'est un des très beaux souvenirs. Par contre, il y a une maison, je pense que je suis retourné là. J'étais là en 2002, mais j'en suis pas certain. Elle s'appelle... j'ai beau la chercher. De toute façon, c'est une maison qui date de 1535, qui a passé 17 générations dedans. Et le plus intéressant, 1535, c'est pas d'hier, époque coloniale, elle est construite en quincha. C'est-à-dire? C'est un matériau résistant au tremblement de terre. Et à l'intérieur, c'est d'une richesse incroyable. Incroyable. Okay. C'est de toute beauté. Il y a des tableaux, des miroirs. J'ai fait quelques photos là-dedans, superbe. Évidemment, je sais que le temps doit avancer. Tout à fait. Il faut que je te parle des salines de Maras, que je ne connaissais pas. Tantôt, avant l'émission, je t'ai parlé de la Bretagne, où j'avais vu des bassins salants. C'est dans la fin des années 80, ça, en Bretagne. J'étais tout surpris, je trouvais ça beau. Il y a 4 ans, je pense, je suis allé à l'île Maurice, je en revois d'autres, mais les bassins salants, c'est l'eau de mer. Là, je suis en montagne. Les photos le démontrent très bien. On est dans une espèce de cuvette. Il y a quelqu'un cette semaine, il y a des gens, des amis de la photo qui reçoivent mes photos, puis ils regardent les photos, mais ils ne lisent pas mes textes. Il y a un bonhomme qui pensait que c'était de l'eau de mer. Non, non, tu étais en montagne, tu étais à environ 3000 mètres. Parce que la grande majorité du temps de mon voyage là, se situe dans le 2000, 2005, 2008. On est allé jusqu'à 4000. OK? Bon. Or, l'eau salée sort de la montagne, c'est environ 3000 mètres. Elle coule. Depuis l'époque pré-Inca, c'est-à-dire avant 1300, on a commencé à bâtir des petits bassins. Il y en a juste 3000. Juste 3000. Et la façon dont c'est situé en montagne, dans une espèce de cuvette, j'ai une première photo qui les montre dans l'ensemble d'ailleurs. 14 mm en photographie. Quel plaisir. Quel plaisir. Et les gens ont tendance, je fais une parenthèse sur les photos, les gens ont tendance à zoomer, toujours faire ça avec les photos. La beauté, c'est bon. Plus large. Et les fameux, c'est comme les marais salants, dans le fond, on laisse couler l'eau, on bloque, on laisse rentrer l'eau dans les petits bassins, ça appartient à au-delà de 300 familles. Et là, on laisse assécher, on ramasse le sel. C'est surtout de la consommation locale parce que ce n'est pas des très grosses productions. Mais l'image pour un touriste, je peux dire une chose, ça frappe. C'est la couleur à travers le site. La beauté de tout ça, c'est le site aussi. Mais toute la région, parce que dans la région, j'ai fait quelques photos où il y avait apparence de pluie. On voit les espèces de petits brouillards au loin. Il y a quelqu'un qui m'a dit, sur une de tes photos, on a l'impression qu'il pleut puis il ne pleut pas. Alors, il faut que ma caméra soit précise. Enfin, écoute, il y a aussi une... voyons donc, une ferme expérimentale qu'on voit. Qui est à quel endroit au Pérou? C'est Moray, M-O-R-A-Y. C'est la fameuse ferme expérimentale. Quand on regarde les photos, si on ne lit pas le texte, on ne comprend pas. D'ailleurs, la preuve, j'ai quelqu'un qui m'a posé des questions. Il n'arrivait pas à ouvrir le texte. Ce sont des terrasses circulaires. Je ne me rappelle pas de la quantité, là, mais c'est un ensemble circulaire. Les terrasses sont quoi? À peu près 8 pieds de distance d'une terrasse à l'autre, et ça s'en va, c'est concentré. On a relevé
au-delà de 200 cultures expérimentales à cause du système qui permettait à chaque terrasse d'avoir des climats différents. C'est pas brillant, il y a qu'un peu, ça. Ça, c'est comme à Cusco, je suis retourné. Cusco, tu y vas une fois, tu y vas 2 fois, tu pourrais y aller 10 fois. C'est la ville marquante, d'ailleurs, non seulement pour les Incas, mais pour les Espagnols. Et ce qu'il y a de fait à Cusco, c'est que on peut lire sur les bâtiments 2 cultures. La culture d'époque qui est andine, avec la construction en pierre, où il y a les joints sont juste, les pierres sont juste interreliées. Pas de béton là-dedans. Non, c'est juste interrelié. Et les Espagnols, les autres, qui ont déconstruit, parce que là, ils sont arrivés là dans 1500 quelque chose, là, ils ont rajouté par-dessus les murs de pierre des murs en béton recouverts de je ne sais pas quel crépi, là. On voit les 2 cultures très, très bien. Parce que, de toute façon, au Pérou, on se promène souvent avec les 2 cultures. Incas, mais il n'y a pas juste les Incas aussi. On s'est retrouvés sur... quand on va voir les Huros sur le lac Titicaca, j'ai bien écrit entre parenthèses, d'ailleurs, que notre guide nous avait dit qu'il fallait prononcer Titihaha. OK. Sauf que si tu dis ça, il n'y a personne qui va comprendre ce que c'est. Je le sais. Ça, c'est comme Sucre, la ville de sucre. OK, moi, quand j'enseignais à l'école, tout le monde disait sucre. Mais évidemment, en espagnol, c'est sucré. Puis d'ailleurs, il me semble que ça a un petit quelque chose, c'est beaucoup plus agréable, le sucré, que sucre. Ça fait banal un peu plus, quoi. Et de toute façon, Cusco, j'ai des enregistrements aussi d'une fête qui se sont faites, qui ont lieu devant la cathédrale. Et là, on est encore là, c'est 2800, proche 3000 mètres. Mais Cusco a connu un développement très important au niveau touristique. Un temps, il y avait 100 000 habitants, on est rendu à 300 000. Et c'est une ville centrale, non seulement pour la période des Incas, mais aussi pour la période espagnole. Et les touristes, à l'heure actuelle, ce qui a fait connaître beaucoup Cusco, là, tu sais quoi? Non. Non, je vais te le dire. On y reviendra à la prochaine émission. C'est Machu Picchu. Je ne touche pas à Machu Picchu aujourd'hui. Je vais garder ça pour une autre émission parce que pour moi, c'est hors du commun. Mais pourquoi le lac Titicaca ou Titicaca? Oui. Pourquoi on a une référence automatique qui nous vient avec ce lieu-là quand on parle de cette région-là du monde? D'abord, il est le plus haut du monde, mais en même temps, au niveau de la lumière, au niveau de la chaleur, il fait beau tout le temps, là. La luminosité, l'eau du lac, les îles, c'est un peu hors norme l'ensemble. Il y a une quarantaine d'îles là-dessus, sur ce lac-là. On en a visité une, Taquilé, là, mes chapeaux à pompons. Mais on est allé chez les Huros, qui, eux, vivent sur une 60aine d'îles de roseaux, de la totora. Les îles sont exclusivement en roseaux. On fabrique des bases parce que l'endroit où ces petites îles-là sont installées, c'est une zone où la profondeur d'eau n'est pas très importante. Alors, à ce moment-là, une fois qu'on a fait la base avec les racines, qu'on a tout ceinturé ça comme il faut, notre guide, d'ailleurs, l'explique. J'ai même un petit vidéo là-dessus. Et là, on installe sur ces bases-là des roseaux. Et en 2002, je n'ai jamais oublié. Ils ont amélioré leur technique parce qu'en 2002, où je suis descendu, là, écoute, on marchait puis on était toujours en équilibre. Pas cette fois-ci. Cette fois-ci, je n'étais pas sur le plancher comme on connaît ici, mais proche. Intéressant cette fois-ci. C'est quoi? C'est que dans les petites maisons en roseau, parce que tout est en roseau, ils ont l'électricité avec des panneaux solaires. Parce que l'intensité lumineuse est très forte là-bas. Or, je voyais l'installation électrique à l'intérieur d'une petite maison.
la femme qui est en avant de Michel et moi, par exemple, qui nous parle, ne comprend rien. Parce que là, elle est en quechua, je ne vais pas jouer Mara, là, lequel des deux. Et mais on voit à côté d'elle l'installation électrique pour brancher, la lumière au centre. On est dans le roseau. Mais vois-tu les changements? Les touristes influencent les civilisations aussi. Quand je suis là en 2002, les fameuses barques que tu as sans doute déjà vues, je suppose, dans des films ou autres, une barque, toutes les barques sont construites en roseau. Dans le temps, je monte sur une seule barque. On est tout le groupe sur la barque en question. Aujourd'hui, non, ils sont allés plus loin, les autres. D'abord, on paye pour aller là. Hein? Là, je ne sais pas combien ça a coûté. C'est notre guide, notre accompagnateur qui paye. Ça fait partie du voyage. Oh oui, il y a une charge, tu ne peux pas débarquer là comme ça. Et là, ils ont construit des bateaux différents, 2 barques. Ils ont réuni les 2 barques ensemble. Puis là, ils ont construit un étage supplémentaire pour monter le plus de touristes possible. On fait des petits tours au soleil. C'est le fun. Et ils font beaucoup de souvenirs aussi qu'ils nous offrent en laine de mouton, parce que là, il n'y a pas d'élevage là-dessus, là, il n'y a rien. C'est la pêche, la chasse, ça se limite à ça. Puis les touristes, on est près de Puno, qui est une ville sur la côte, pas loin, mais tout le monde va aller voir ça. Mais même eux ont changé. Sauf que je me retrouve sur un endroit, et tantôt, je te disais, j'écoutais Jean du Festival des Montgolfières qui carbure au changement. Toi-même, tu me disais que tu es un amateur de changement. Le changement, c'est le fun. Mais il faut se calmer aussi, le pompon. Et je suis allé sur l'île de Taquilé. Ça, c'était la première visite. On est reçu par le maire. On sort de notre bateau. On se tape 3 heures de bateau. On arrive à l'île de Taquilé. Pas de police. Pas de route. Piste. 2000 personnes. Et pas d'auto, évidemment. 2000 personnes. Et qui vivent. Et vois-tu, quand j'écoutais les remarques qui se faisaient tout à l'heure sur le Festival des Montgolfières, nous autres, on a la maladie, il faut changer du tout au tout, le plus possible, t'envoies donc, puis dépêche-toi. Les autres, ils sont plus conservateurs. Là, tu t'en vas en Europe, toi, cet été, OK? Qu'est-ce que tu vas aimer voir? Des choses qui existent depuis longtemps, qui sont belles à regarder. Exemple, si tu débarques à Paris, Notre-Dame de Paris, c'est là, ça fait une mèche, c'est beau à regarder. Là, est-ce que ça achève? Oui, il te reste à peu près 1 minute et demie. Eh boy! Et l'île de Taquilé, j'ai des photos d'un petit vieux. Ah, les hommes tricotent, là, puis les femmes filent. OK. J'ai été assis à côté d'une femme qui filait près de moi, au village en haut, et c'était drôle, on ne pouvait pas se parler, mais c'est le fun quand on voyage à travers des civilisations avec lesquelles on ne peut pas parler. C'est ce qu'on fait. On fait des signes. Rappelle-toi, ma femme à plateau. Ouais. Je n'ai jamais parlé de cette femme-là dans le sud d'Éthiopie. Et pourtant, quand je touche son plateau, elle m'a très bien compris. Et la femme qui file, comme le petit vieux qui est en train de tricoter, évidemment, ils ne sont pas fous. Il y a 2000 habitants, puis il y a des touristes. Alors, ils veulent être payés. Les visages, j'ai 3 femmes là-dessus, 2 femmes et un homme. C'est difficile de mettre un âge pour une raison. On est à 13 000 pieds, dépassé un peu. L'intensité solaire, la pureté de l'air, ça fait du monde bronzé, pas à peu près, ça. Là, Ouais. Là, il faudrait que tu te fasses pousser la barbe si tu veux vivre là, parce que ta peau ne pourrait pas le prendre. Ils sont foncés, ils ne sont pas noirs. Ils sont très, très foncés. Contrairement à l'Afrique, par exemple, ce n'est pas la même chose. Mais ils ont des marques d'en face avec des expressions. Puis ce que je trouve le fun, c'est qu'il y a des amis de la photo qui les voient et qui font l'analyse de ça. Je voudrais mettre un âge sur mon petit vieux qui tricote. Je ne suis pas capable. Mais finalement, c'est un peu comme toi, Paul. Ah oui, donc. On ne peut pas te mettre d'âge. Même si tu es bronzé un petit peu. Je
Je t'ai pas parlé de ce voyage-là au niveau physique. Paul Laforêt, ce fut un plaisir de parler du Pérou. Prochaines émissions, Machu Picchu, Oui, puis après ça, la Bolivie. à Bolivie, oui. Bon, bien, ça s'en vient dans les prochaines semaines. Merci, Paul. Le plaisir est pour moi. Reste avec nous au retour, conclusion de l'émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge Lemaitre. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Si vous êtes intéressé par la fameuse carte à puce, la nouvelle méthode pour le transport collectif à Saint-Jean-sur-Richelieu, eh bien, on va passer au Hall de Saint-Jean prochainement pour une période d'inscription. Donc, si ça vous intéresse, bien, présentez-vous tout simplement au Hall Saint-Jean. Chaque semaine, on vous présente un résumé des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu via l'émission du même nom. L'émission se retrouve également sur le site Internet de la télé. Et n'oubliez pas le Télébingo, 4 000 en prix, 30 dépositaires dans la région et c'est tous les dimanches matins, 9h30 en direct. À demain. Bye-bye.